mon cher Liban. Le Liban, pour moi, quand je pense à ce pays, ça me rappelle mon enfance, alors que je ne suis absolument pas libanaise, mais ça me rappelle mes vacances d'été très petites que je passais en Algérie, avec mes tantes qui passaient en boucle, mais en boucle toute la journée. Vous saviez, à l'époque, on n'avait qu'une seule cassette ou qu'un seul CD à mettre, et qu'on le mettait en mode again and again and over. Bah c'était ça. Et j'avais le droit à Najwa Karam, Nancy Ajram, Georges Wassouf, toute la journée. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je pense au Liban, je repense à ces femmes-là qui ont finalement, qui m'ont inspirée en quelque sorte, et ça me fait penser à mon enfance, à mes tantes, à l'Algérie, donc j'ai vraiment ce parfum d'enfance qui revient. C'est en grandissant que je me suis penchée sur la littérature libanaise avec Amin Malouf, bien évidemment, mais ça c'est l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, c'est Amin Malouf, je l'adore, j'en suis complètement fan, et je pense que je ne suis pas la seule. Je vais vous faire un petit rapide topo sur le Liban, donc un petit récapitulatif identitaire pour qu'on sache de quoi on parle et qu'est-ce qui va marquer finalement les écrivains, qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce qui compose leur identité. Le Liban, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une partie de l'Empire ottoman. À sa dislocation, en fait, quand il a été disloqué, c'est devenu un mandat français dans les années 20. Donc, ce qui a fortement aidé en fait à ce que le Liban s'imprègne de cette langue-là. Jusqu'à aujourd'hui, la langue française est une langue qui est parlée, qui est courante au Liban. Le Liban était sous mandat français, ça a fortement la Troisième République a institutionnalisé le Liban, donc on retrouve aujourd'hui un gouvernement qui a été fortement inspiré de la Troisième République, avec une sorte de confessionnalisme. On va dire que le président en tout cas du Liban est de confession chrétienne, le premier ministre est de confession musulmane sunnite, et enfin le représentant de la Chambre des députés est musulman chiite. Donc cette configuration-là, cette organisation-là était censée représenter la démographie du Liban dans les années 20, dans les années 30, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que suite à l'invasion, oui, d'Israël en Palestine, énormément de réfugiés, enfin de Palestiniens se sont réfugiés au Liban, notamment dans le sud, dans la partie qui est chiite, et ce qui a fait basculer la démographie. Il n'y avait plus une majorité en fait de chrétiens maronites au Liban, mais plutôt des musulmans sunnites. Ce qui était à la base, je la fais vraiment courte, ce qui a été à la base en fait, qui a déclenché plus ou moins la guerre civile dans les années 70. Euh, la gestion en fait du Liban par la France n'était pas anodine parce elle était censée sécuriser la zone et les accords Sykes-Picot. Je crois que je vais pas vous parler de ces accords-là, tout le monde en a entendu parler une fois dans sa vie, mais vraiment c'est parce que la position géographique du Liban est stratégique finalement, et sa démographie, son positionnement en font une sorte de caisse de résonance de tous ces conflits qu'il y a au Proche-Orient. Si vous entendez le Liban, c'est que vous savez que le Proche-Orient va mal, et ça fait des décennies que le Proche-Orient se porte mal pour diverses raisons. En tout cas, moi la géopolitique me passionne littéralement. Si c'est un sujet qui vous intéresse aussi, là je vous ai fait un bref topo en tout cas sur la très bref sur la situation au Liban. J'ai quelques ouvrages à vous présenter. J'ai même ce que j'appelle moi le dictionnaire du Liban. C'est un ouvrage qui a été écrit par Samir Kassir qui s'appelle La guerre du Liban, de la dissension nationale au conflit régional. Donc Samir Kassir qui est un journaliste essayiste qui est décédé en 2005 je crois, dans une attaque, un attentat en fait à la voiture piégée. Il est d'origine libanaise et il a énormément parlé de son pays, il a réfléchi à la question, l'a retourné dans tous les sens, et en tout cas il nous a livré des ouvrages qui sont très intéressants. Donc La guerre du Liban, comme je le disais. Il a aussi écrit l'histoire de Beyrouth. Ce qu'il faut savoir pour le Liban, c'est que Beyrouth est la capitale officielle, mais que vous avez également une capitale qui est musulmane sunnite, qui est Tripoli plus au nord, et vous avez la capitale dite chiite, qui est Tir, beaucoup plus au sud. Donc c'est un pays qui a été construit dans la diversité finalement, et ça se ressent beaucoup dans les arts, je trouve, et en termes et ça a beaucoup imprégné la littérature. En tout cas, Samir Kassir, vous ne pouvez pas passer à côté de Samir Kassir si vous voulez entendre parler du Liban. C'est vraiment une sorte de porte-parole au même titre que le Amin Malouf peut l'être en tant que romancier. Je vous parlais tout à l'heure de caisse de résonance du Proche-Orient.
Georges Corme, en tout cas, a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Proche-Orient éclaté. Je vous cache pas que je l'ai pas encore terminé parce que je suis en train de surligner littéralement une ligne sur deux. Je crois qu'il y a plus de passages non surlignés que de passages surlignés, donc ça ne sert strictement à rien ce que je fais. Ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Proche-Orient plutôt, a une forte incidence sur le Liban, et si vous voulez en comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du monde du Proche-Orient et du Liban, allez-y, foncez, lisez cet ouvrage-là. Je pense que moi j'en ai encore... je sais que DZ Vibes, là, Sofiane de DZ Vibes, à chaque fois que je poste un livre, il me dit « Mais Sarah, t'en es où du Proche-Orient éclaté de Georges Corme ?» J'en suis là en fait, j'en suis que je surligne une page sur deux. Vraiment, je le savoure et je sais que je lis d'autres livres en parallèle, mais celui-là est tellement passionnant et je veux m'en imprégner, je veux rien zapper, rien perdre. Je veux pas qu'il y ait de déchets de cet ouvrage, je veux vraiment m'en imprégner totalement. Donc, Georges Corme, Le Proche-Orient éclaté, si vous aimez la géopolitique, Samir Kassir, Georges Corme, foncez. Je disais, en fait, j'ai toujours dit que pour comprendre un pays, il fallait lire ses écrivains, entendre ses chanteurs, ses artistes. Je pense que c'est la population qui fait le pays et c'est ce qu'on va en retenir. Il faut que ce soit le peuple qui s'exprime. Moi, je suis une fan inconditionnelle d'Amin Malouf parce qu'il a une plume qui est singulière et je pense qu'elle est propre en fait aux identités des personnes libanaises. Elles ont, elles sont leur plume, enfin sa plume en tout cas pour sa part et pour celle de deux autres auteurs que je vais vous présenter, elles sont empreintes de nostalgie en fait. On sent vraiment que... Je parlais pour ma part du Liban en tant qu'un doux souvenir au parfum d'enfance, avec une douce brise d'été. Pour moi, la plume d'Amil Malouf, c'est ça qu'elle retrace. On sent son amour perdu pour son Levant natal. Et en fait, il questionne beaucoup les identités. Je pense que le Liban est un pays qui est brisé et qui a du mal à se reconstruire parce qu'il est composé de diverses identités. Il a du mal à trouver et à se dire que finalement, toutes ces identités la composaient. Et on le ressent beaucoup chez Malouf. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle Les identités meurtrières et qui plante en fait certaines graines pour qu'on puisse nous se questionner par... Finalement, la question d'identité est une question universelle. Tout le monde se pose la question, tout le monde cherche son passé, cherche à questionner ses parents, ses grands-parents pour savoir finalement d'où est-ce qu'on vient et ce que l'on est. Et Amin Malouf le fait très bien dans son tout petit livre. Si vous voulez le lire, allez-y, foncez. Il plante vraiment les graines et il vous permet de vous faire votre propre de broder votre propre raisonnement. C'est passionnant et il a une plume qui est divine, qui est empreinte de mélancolie. Et moi, la mélancolie me touche beaucoup. Enfin, c'est vraiment un sentiment qui éveille beaucoup de choses en moi, en fait. Et ça en est empreint, c'est du bon sens, c'est délicat et c'est... Waouh, je sais même pas quoi vous dire. En plus, vous savez, je vais vous raconter une honte, mais la honte de ma vie. C'est-à-dire qu'Amin Malouf a sorti à fin d'année 2019 un livre qui s'appelle, enfin un essai plutôt, qui s'appelle Le naufrage des civilisations et il est passé là où j'habite, dans mon quartier pour le promouvoir, pour en parler. Il a été invité par des libraires et j'avais prévu cette rencontre depuis des mois. J'étais tellement contente d'y aller. Et du coup, en plus j'étais malade, vraiment j'étais malade, j'avais la nausée, j'étais fiévreuse et je m'étais dit mais hors de question Sarah que tu loupes ça, c'est l'amour de ta vie, faut que tu le lises quoi. Et vous savez quoi? Il est venu, je l'ai vu, j'avais son livre dans les mains, je l'ai croisé, nos regards se sont croisés en fait. Et je lui ai dit bonjour. C'est-à-dire que j'ai attendu cette rencontre toute ma vie pour lui dire à quel point j'aimais ses œuvres et sa plume. Et la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est ce que j'aurais pu dire à la boulangère, c'est-à-dire bonjour. Je suis tellement déçue de moi. Anyway, le naufrage des civilisations. Amin Malouf était journaliste spécialiste dans le monde arabe, donc il a vraiment une connaissance parfaite de ces sujets géopolitiques, de la guerre du Liban qu'il a vécu. Il parle d'ailleurs de certaines scènes comme l'explosion d'un bus en 1967, un bus rempli de musulmans sunnites, qui a déclenché la guerre civile finalement, et on sent en fait qu'il est blessé. On sent vraiment cette blessure-là. C'est un travail de journaliste, mais on sent qu'il donne de lui. On sent qu'il est... que ce qui se... Il saigne et ça vous touche. Vraiment, ça... C'est un écrivain qui donne de lui et c'est la seule et unique raison pour laquelle on est tous réceptifs, c'est qu'il est honnête et il est sincère et on le sent.
Et enfin, je voulais vous parler également de un ouvrage de l'écrivaine Oda Barakat. Donc Oda Barakat, elle a écrit ses premiers ouvrages très tardivement, elle avait plus à peu près 50 ans il me semble, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le laboureur des eaux, donc qui raconte l'histoire en fait d'un père de famille qui a une boutique de tissus, qui va décéder, qui va léguer cette boutique de tissus à son fils. En parallèle en fait de ce drame intime et personnel, la guerre du Liban va se déclencher, va commencer, va débuter, et le fils se barricader dans la boutique de son père, donc dans la cave, dans le sous-sol où plein de lambeaux de tissu en fait s'entremêlent, et il va repenser à sa vie. Et en fait, le fait de faire c'est très symbolique de faire se barricader ce garçon dans la boutique de son père, donc dans la boutique de son géniteur, donc de la personne qui lui a donné la vie, au sein en fait de la cave, donc des profondeurs des racines, et l'entremêler entre des morceaux de tissu ou des lambeaux de vie. J'ai trouvé ça, c'est déjà la plume de Oda Barakat, mais à tomber par terre, c'est une plume qui est sensuelle. C'est une plume qui est séduisante, qui veut vous séduire et qui le fait mais brillamment. Alors là, moi je suis séduite, littéralement. Et waouh! Donc franchement, waouh! Si c'est j'ai qu'une chose à dire, c'est waouh, c'est séduisant, c'est beau, c'est faire parler une sorte, enfin la couture pour reconstruire une identité, c'est divinement bien fait. Dans la continuité en fait de ce type d'ouvrage là, je voulais vous parler des vides-papiers de Rabih Al-Maoudine. C'est une femme pareille au début de la guerre du Liban qui va se réfugier dans la littérature, dans la traduction de l'arabe au français pour créer une sorte de cocon, de barricade, de bouclier et éviter ce qui se passe dans son pays qui est littéralement déchiré. Et j'aime le fait voilà, que l'auteur fasse en sorte ce, que son protagoniste se réfugie dans cet art, dans l'écriture, dans la littérature pour se, pour se maintenir en vie. Vraiment, Les Vies de papier, c'est un très très joli livre, je vous le conseille fortement, allez-y, foncez les yeux fermés. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est La Porte du Soleil j'ai oublié son nom, c'est Elias Khoury. C'est l'histoire un héros de la guerre israélo-palestinienne, donc palestinien qui se réfugie au Liban avec son fils, et il est dans un état quasiment dramatique. Et pour le maintenir en vie, son fils va lui conter, en fait, ne va cesser de lui conter ce qui se passe, la guerre civile au Liban, pour, le maintenir en vie et continuer d'éveiller cette flamme, l'envie de se battre pour garder quelque chose d'allumer, d'éveiller en son père, le maintenir en vie par ses engagements. Et ouais, c'est waouh, c'est très beau, c'est vraiment vraiment beau. Là, ça vous donne du coup, ça vous parle de l'invasion israélienne en Palestine et du coup de ces réfugiés palestiniens qui vont fuir, que ce soit en Jordanie ou au Liban. Donc là, ça se passe à ce moment, cette période-là, en tout cas, cette période géopolitique-là et historique-là. Enfin, vraiment, le Liban, je pourrais vous en parler des heures et des heures, voilà, mais on n'en a pas fini parce que les écrivains libanais sont... Et encore, je vais pas vous parler de Khalil Gibran, parce que Khalil Gibran, à quoi ça servirait que je vous en parle? Tout le monde le connaît. Mais waouh, Khalil Gibran, tellement inspirante. Khalil Gibran, c'est un amoureux de la vie, en fait. C'est tout ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un amoureux de la vie, et tout ce qu'il veut vous transmettre, c'est cet amour-là. Mon préféré, en tout cas, c'est Georges Chehadé. Oh mon dieu, Georges Chehadé, moi c'est quelqu'un c'est un poète franco-libanais. Il écrit, mon dieu, mais de la poésie. Vous êtes prêts? Vous êtes ready? Sur une montagne où se déshabille le vent, quand les troubadours de la lune un soir d'été auront joué nos cœurs au dé, dans ce pays d'infortune, toi, plus belle que jamais, tu passeras dans la brume. Enfin, je peux finir la vidéo là. Au revoir, merci. Je voulais juste revenir sur la situation au Liban. Avant le confinement, donc avant l'épidémie du coronavirus, les Libanais se battaient parce que la situation vraiment... Le gouvernement qui était en place, dont je vous parlais, est en place depuis des décennies et c'est un gouvernement qui spoil littéralement son pays, qui spoil son peuple, c'est un gouvernement corrompu comme dans beaucoup d'autres pays
du monde arabe et les Libanais ont... Il y a eu un point en fait de rupture au Liban. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, il n'y a pas d'eau courante, ou à des heures précises de la journée, et l'eau est pas forcément, elle est pas buvable. L'électricité non plus. Il y a des soucis d'électricité, donc imaginez, enfin, l'eau et l'électricité, vous n'avez pas l'eau et l'électricité chez vous, mais c'est dramatique. Et les Libanais en souffrent depuis ça a toujours été comme ça. Et le gouvernement s'est dit, bah attends, ils n'ont pas l'eau, pas l'électricité, mais je pense qu'on peut encore se faire plus d'argent sur notre peuple. Ce qu'on va faire, comme il y a une diaspora qui est énorme, en France notamment, de Libanais, bon, on va décider de taxer en fait tous les échanges qui se feront sur WhatsApp avec tous les échanges, peu importe en fait la destination, tous les échanges WhatsApp seront taxés. Et là ça a été le point de rupture pour les Libanais où ils se sont dit mais vraiment trop c'est trop, on va plus se laisser faire. Ils sont tous montés dans les rues pour se révolter. Ces manifestations ont été interrompues avec ce qui se passe avec l'épidémie du coronavirus, mais vraiment je soutiens les Libanais à fond dans leur démarche et il faut se battre, même si on sait que même si on a l'impression que ça ne changera rien et on a l'impression qu'on va perdre, il vaut mieux se battre que mourir à genoux. Donc vraiment, les Libanais, je vous aime et je vous soutiens à fond. Sachez que, pour vous faire rire, quand je vivais en Australie, on me prenait souvent pour une... On me demandait si j'étais libanaise. Et ben franchement, je disais pas non. Et je disais pas oui non plus, faut pas forcer, mais je disais pas non non plus. Donc pour une Algérienne, vous voyez le compliment que c'est. Bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait cette vidéo, en tout cas pour parler de mon amour pour ce pays qui est le Liban, un pays de diversité, un pays en fait où il fait bon, franchement c'est un pays où il fait bon vivre en vérité, hein. Le peuple est tellement gentil, tellement agréable. Et je l'ai fait aussi pour mon ami Joël en fait, du téléphone arabe. Donc Joël du téléphone arabe, je l'ai rencontré parce qu'elle donne des cours d'arabe littéraire et de l'arabe libanais. Et moi j'ai fait des études, j'ai fait des études d'arabe et parfois en fait on se dit mais l'arabe c'est une langue qui est très difficile. Même si je suis d'origine algérienne, même si je parle le dialecte algérien, c'est une langue quand vous voulez apprendre l'arabe classique mais ça va vous en tirer les cheveux véritablement. Et du coup j'avais contacté Joël parce que elle m'avait semblé, j'avais bien accroché avec son profil, ça avait l'air d'être une fille super sympa. Et je me suis dit bon allez ok. Et waouh, coup de foudre en tout cas, coup de foudre amical, elle est pleine de vie, elle aime l'arabe et elle m'a dit quelque chose de très important qui m'a beaucoup marqué, qui m'a énormément aidé dans mon apprentissage, c'est Sarah. La langue arabe, c'est une mélodie, apprends-la comme une musique. C'est une langue qui est chantante, la langue arabe est une langue chantante. Et elle m'a donné ce conseil-là et j'ai eu un déclic et je me suis dit mais ouais mais en fait je suis en train de me prendre la tête parce que je fais un comparatif avec le français. Alors que non, juste laisse-toi porter, kiffe. Et vraiment, Joël, merci, parce que t'es déjà, en plus d'être adorable, c'est un amour vraiment comme fille. Elle est hyper douée. Elle m'a beaucoup aidé. Et puis ça a été un déclic pour moi, donc maintenant j'arrête pas de le dire. Pour tous ceux qui sont dans l'apprentissage de la langue arabe, prenez-la comme un jeu. Prenez l'apprentissage de la langue comme une mélodie. Et vous verrez, ça va vous... Ce qui plaît, en tout cas, j'ai l'habitude de dire ce qui plaît aux yeux plaît au cœur, mais vraiment, ce qui plaît aux oreilles aussi, vous allez le retenir. Donc, si vous voulez apprendre la langue, n'hésitez pas à la contacter, hein. En plus, elle fait ça euh, super bien, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à vos horaires, elle est très flexible. Vous pouvez soit vous déplacer chez elle, elle peut se déplacer, ou alors faire ça par Skype. Elle a les outils pour, elle pourra vraiment, elle est super flexible, elle est jeune, elle est dynamique, elle est drôle, j'ai beaucoup ri. Donc n'hésitez pas vraiment si vous êtes dans cette phase d'apprentissage de la langue, foncez, contactez-la. Et franchement, vous ne le regretterez pas, même si c'est pour seulement quelques cours, pour qu'elle vous débloque une situation ou la compréhension voilà, de certaines notions. Elle est super douée, accessible, adorable. Vous vous engagez pas, elle est géniale. Franchement, foncez, Joël, je te fais plein de bisous. Cette vidéo est pour toi. Cette vidéo est pour tous les Libanais que j'adore et que j'affectionne vraiment. Mille bisous et continuez, ne lâchez rien.